Bon, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait partie d'un long projet de recherche qui a été partiellement subventionné par les Affaires autochtones. C'est sur la situation des enfants dans les familles monoparentales. Et puis là, je vise surtout les enfants métis et indiens non inscrits. Et ce qui est, je dirais, original avec cette recherche, c'est que l'étude a été montée, puis les modèles ont été montés de la perspective des enfants. Alors, je regarde pas, je tiens compte de l'environnement parental et l'environnement familial, mais c'est surtout de la perspective des enfants. Je pourrais passer à travers une revue de la littérature, mais franchement, ça ne vaut pas la peine de le faire parce que je suis certain que vous la connaissez tous. Les conditions qui peuvent entraîner un certain résultat avec les enfants, un certain effet sur les enfants. Je vais en parler brièvement, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Pour nos collègues au SIX, pour leur montrer que oui, je m'en sers des données de Statistique Canada, et c'est dans un centre de recherche. Je me suis servi de deux enquêtes. L'enquête sur les enfants autochtones de 2006 et l'enquête auprès des peuples autochtones de 2006 également. La raison pour laquelle je me suis servi des données de 2006, c'est parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas accès aux données de 2012. Mais je devrais les avoir prochainement, alors ça ferait partie de la prochaine étape de ce projet. Pour la raison pour laquelle j'ai besoin de deux enquêtes, c'est parce que l'enquête auprès des peuples autochtones, pour la partie enfants, commence avec les enfants de 6 ans. Et puis moi, je voulais également voir ce qui se passe pour les plus jeunes. Donc, ça me prenait les deux enquêtes. J'ai aussi, disons, ça présente un avantage, mais il y a également un désavantage, c'est que les questions ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux enquêtes. Alors ça, il faut en tenir compte quand je présente les résultats. Bon, nous savons que, puis ça, ce sont des faits, je vous présente les faits de 2011, mais la situation était pas mal semblable en 2006. À peu près 16% des familles n'avaient qu'un parent en 2011, et la plupart d'entre elles, c'était des familles monoparentales où la personne qui dirige la famille, c'est une femme. Alors, les familles monoparentales femelles. Et à peu près un tiers des enfants autochtones, puis ça c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire surprenant, mais vraiment c'est un élément clé dans tout ça parce que ça indique l'importance de ce sujet. Alors c'est un tiers des enfants autochtones de 13 ans, de 14 ans et moins vivaient dans une famille monoparentale en 2011. C'était à peu près la même chose en 2006. Alors, la situation n'avait pas vraiment changé dans l'intervalle des 5 ans. Et à peu près 17% des... il y a une erreur là. Des enfants... Oh oui! C'est 17% des enfants non autochtones. Alors, on voit que cette situation se produit plus souvent avec les enfants autochtones. Pardon, je suis pas sûre d'avoir compris, les 16%, c'est pour l'ensemble du Canada. Oui, c'est pour l'ensemble du Canada. Donc, autochtones et non autochtones? Non. Non, le 16%, ça vient... Le 16%, c'est compris, ça comprend tout le monde. Tout le monde, autochtone et non autochtone. Non autochtone. Ça, ce sont les données des statistiques Canada. Ce sont les données générales des statistiques Canada, ça ne vient pas de l'enquête. Non, c'est les données générales. Okay. Bon, je vais vous brosser un peu le contexte dans lequel vivent les enfants, surtout les enfants métis et indiens non inscrits. Puis cela, ce sont des données de 2006, tirées de l'enquête. Alors, ce qu'on voit ici,
c'est qu'à peu près 40% des plus jeunes enfants, alors c'est, je ne sais pas si, c'est ce qu'on voit ici, le bleu, alors c'est à peu près 40% des plus jeunes enfants vivent dans une famille monoparentale. Je ne fais pas la comparaison avec les enfants non métis. Alors ça, ce sont les enfants métis. Et puis là, on voit, pardon, les enfants indiens non inscrits. Puis là, on voit pour les enfants métis, c'est à peu près pareil. Alors, la proportion d'enfants métis vivant, parmi les plus jeunes vivant dans une famille monoparentale, c'est à peu près 40%. On voit que ça diminue pour les plus vieux, mais quand même, si on regarde ici, si on tient compte des enfants seuls et les enfants avec un frère ou une sœur, ça représente plus de 50% pour les deux, pour les métis et les enfants indiens non inscrits. Alors, avant que j'aurais dû le mentionner, pour moi, ça indique que la présence d'autres enfants dans le ménage devrait être importante. Ça devrait avoir un effet sur les deux aspects de la vie d'un enfant que je mesure, que vous allez voir tantôt. On sait aussi, selon toute la littérature qu'il y a sur le seuil du faible revenu, que si un enfant vit dans une famille qui se trouve en bas du seuil de faible revenu, que cet enfant vit des avantages. Et puis ce qu'on voit ici, c'est pour les Indiens non inscrits et puis les Métis, on voit que le bleu indique ceux qui vivent, qui sont dans une situation supérieure au seuil du faible revenu, et le rouge indique inférieur. Et puis là, ce que vous voyez ici, c'est que la situation, ce sont les familles, c'est une famille monoparentale qui n'est pas dirigée par une femme. Alors ça, c'est la barre à gauche. Puis là, on voit une qui est dirigée par une femme. Alors le fait que la famille soit dirigée par une femme, il y a un impact sur la situation économique de la famille. Et moi, je le montre pour les Indiens non inscrits et les Métis, mais je sais que dans la littérature, on voit que la même situation se produit pour les familles non autochtones. Alors, il n'y a rien de nouveau ici. Oui. Petite précision, ce que je lis sur le tableau, c'est famille monoparentale dirigée par une femme. Et pas famille. Mais ça comprendrait les familles à deux parents à gauche. Oui, oui, oui. 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 Excusez-moi. C'est quoi une famille monoparentale? C'est une famille où il n'y a qu'un parent, soit une mère ou un père. OK, mais si à gauche, c'est pas dirigé par une femme, ça veut dire que c'est dirigé... Ça veut dire que le seul parent dans la famille, c'est la mère. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de... Ça peut être une famille avec les deux parents. À gauche, c'est une famille à deux parents. Oui, à gauche, c'est une famille soit à deux parents ou soit monoparentale, dirigée par un père. Et puis à droite, alors ce sont des pères, les pères de barre que vous voyez. Et puis à droite, ce sont les familles uniquement monoparentales, dirigées par une mère. OK? Parfois, c'est difficile à présenter tant de dimensions à la fois. Vous allez voir, ça c'est très simple par rapport à ce que je vais expliquer plus tard. Bon.
encore une fois, ça se voit dans la littérature, et puis moi je voulais voir l'effet du niveau de scolarité atteint par la mère. Alors ce que vous voyez ici sur ce tableau, encore une fois, les Indiens non inscrits à gauche, les métis à droite, les plus jeunes, les enfants plus âgés, et les couleurs vous indiquent aucun diplôme. Alors ça c'est le bleu, le rouge, un diplôme d'études secondaires, et le vert, ce n'est pas nécessairement un diplôme, mais c'est la mère a suivi des études postsecondaires. Nous ne savons pas si elle les a terminées, mais nous savons qu'au moins elle a fait les démarches. Alors ce qu'on voit ici, c'est pour les enfants les plus âgés, dans les deux cas, pour les Indiens non inscrits et les métis, qu'il y a une forte proportion qui ont suivi des études postsecondaires. Puis on va voir plus tard l'effet que ça a sur les enfants. Et je voulais voir aussi le logement, parce que, en fait, le logement donne un contexte physique dans lequel les enfants vivent. Alors, les trois classements que nous avons pour les logements, par rapport aux réparations nécessaires, c'est qu'ils n'ont besoin qu'un entretien régulier, ce qui est le bleu, des réparations mineures, ce qui est le rouge, et puis le vert, ce sont les réparations majeures. Encore une fois, vous voyez qu'ici que ce sont les enfants les plus jeunes et les enfants de 6 à 14 ans, Indiens non inscrits métis, et puis ce qu'on voit ici, si on tient compte, disons que les réparations majeures indiquent un environnement inférieur pour l'enfant, un environnement qui pourrait vraiment gêner les enfants ou la vie des enfants, que pour les plus jeunes, parmi les Indiens non inscrits, il y a 20% qui vivent dans un logement qui a besoin de réparations majeures. Et puis ceci, c'est à peu près pareil pour tous. J'ai aussi voulu voir, en me servant d'un modèle logistique, alors ce que je vous ai présenté maintenant, c'était uniquement des distributions, alors des résultats descriptifs. Là, je vais rentrer dans les modèles logistiques, et puis il y a deux sortes de modèles. Ça, c'est un logistique ordinaire. Après ça, je vais vous montrer des résultats de modèles logistiques ordonnés. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Mais maintenant, ce que je voulais voir, c'est avec un modèle... Oh, pardon, le premier. C'était l'inverse. Ça sont les données logistiques ordonnées. Ce que ça veut dire, pour la variable dépendante, il y a trois possibilités. Soit que c'est un entretien régulier, des réparations mineures, réparations majeures. Et c'est très difficile de présenter ce genre de résultats d'une façon compréhensible, parce qu'il faut bien interpréter les coefficients et puis les rapports des cotes qui sont présentés. Alors, en me servant de Stata, j'ai pu recalculer et puis présenter les probabilités d'un certain résultat. Et ce que j'ai fait ici, les probabilités que je vous présente, ce sont les probabilités que l'enfant vit dans un ménage qui n'a besoin que l'entretien normal. Alors ça, c'est une situation préférable. Et nous avons ici, alors à la gauche, ce sont les enfants. Tout à fait à la droite, ça, ce sont les familles monoparentales. Puis ça, c'est une famille soit monoparentale père ou une famille avec deux parents. Ce que je vais appeler une famille intacte pour simplifier le texte. Il y a un cheminement à suivre. Ce sont les enfants de moins de 6 ans, et on descend ici, ce sont les enfants
de 6 à 14 ans. Ici, c'est si, puis ça c'est toujours au niveau de la famille, si l'enfant vit dans une famille dont le revenu est supérieur au seuil du faible revenu, et puis en bas c'est inférieur. Et là, je fais la distinction entre un milieu urbain et un milieu rural. Et puis ce que vous allez voir ici, ce sont les proportions, ou les probabilités. Alors, ce qu'on voit d'abord, j'espère que les chiffres sont assez grands. Non. Non, je craignais ça. Plus tard, ils vont être plus grands. Ce qu'on voit ici, c'est que n'importe l'âge de l'enfant, on voit qu'il y a une différence entre, il y a un écart entre une famille monoparentale et une famille parentale, avec une famille intacte. Alors ça veut dire que pour les familles monoparentales, ici, je mets la flèche sur ces virgule 48. Alors ça, c'est la probabilité qu'un enfant de 6 à 14 ans, dans une famille dont le revenu est supérieur au seuil de faible revenu, dans un milieu urbain, alors c'est une probabilité de 48 pour les familles monoparentales, dirigées par une femme, et on voit que la probabilité que l'enfant vit dans un logement qui n'a pas vraiment besoin d'entretien, que c'est de l'entretien normal, pas de réparation, que c'est supérieur à 0,5. Alors on voit déjà qu'il y a un écart entre les deux. Et ceci, si je donne le restant des chiffres, on voit que l'écart demeure toujours le même. Et ce qu'on voit ici également, c'est que le fait de vivre dans une famille qui se trouve inférieur au seuil du faible revenu, on voit que, encore une fois, il y a une différence. Alors la probabilité que le logement n'a besoin que d'entretien régulier, ou que l'enfant vit dans un logement qui n'a besoin que d'entretien régulier, n'est que 0,42 comparé avec 1,5 pour une famille dont le revenu est supérieur au seuil du faible revenu. Ce modèle va se reproduire plusieurs fois. Alors ça, c'est pour les enfants métis. Maintenant, si on veut voir la situation pour les enfants des Indiens non inscrits, ce qu'on trouve, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a très peu de différence entre la situation du logement pour les enfants non inscrits, Indiens non inscrits et les enfants métis. Voici, là je voulais voir quelle était l'importance de chacune des possibilités de la qualité du logement, le classement du logement. Donc là, ce que je l'ai fait, c'était un modèle de logistique ordinaire. Et ce qu'on voit ici, c'est dans le cas où il y a des réparations majeures nécessaires, on voit que, ça ce sont les rapports des cotes, qu'un enfant indien non inscrit, puis ça c'est par rapport, voilà, la catégorie de référence est 30 parenthèses pour chacune des caractéristiques. On voit que ils ont à peu près presque 50% plus de chances de ceux qui vivent dans un milieu urbain par rapport à un milieu rural, de vivre dans un logement qui a besoin des réparations majeures. Et on voit que l'effet du seuil de faible revenu, c'est certain, il n'y a aucune surprise là. Pour les métis, c'est à peu près la même chose. Oui. Il y a un truc qui m'échappe. J'ai compris que tu travaillais avec un échantillon de gens qui appartiennent au peuple autochtone. Oui.
Donc, quelles sont les modalités possibles dans l'échantillon? Métis, indien non inscrit et indien inscrit? Oui, et Inuit. Mais quand tu compares les Indiens non inscrits à tous les autres, c'est donc les Inuits, les Indiens inscrits et les Métis. Oui. Oui. Pour les enfants plus âgés, on voit à peu près la même chose. Je pourrais parler de la différence entre les deux, mais en fait, on voit que les effets sont pareils. Alors, cela me dit que oui, il faut vraiment tenir compte de l'environnement urbain-rural parce qu'on voit qu'il y a une différence importante. Et le seuil du faible revenu, ça c'est entendu qu'il faut en tenir compte. Bon, alors maintenant, ce que je voulais voir, c'était l'impact sur les enfants, en fait, je voulais voir l'impact sur la performance scolaire et sur la santé. Le problème, et puis ça c'est un problème avec l'enquête, et aussi un problème étant donné que les enfants âgés de moins de 6 ans ne sont pas à l'école encore, ou s'ils sont, c'est seulement à la maternelle. Donc, il n'y a pas vraiment de mesure. Alors, dans la littérature sur l'éducation, j'ai vu qu'on pouvait se servir du comportement de l'enfant par rapport à l'hyperactivité pour au moins... Ce n'est pas une mesure disons, de la capacité de l'enfant à apprendre, mais c'est une mesure qui nous donne une indication qu'il pourrait avoir des problèmes lorsque l'enfant se rend à l'école. Alors, c'est que... Je sais que c'est un peu faible comme mesure directe, mais c'est ce qu'on avait. Alors, il faut se servir de ce qu'on a. Bon. Je vais vous montrer encore une fois ces diagrammes qui donnent tous les cheminements. Et encore une fois, vous allez voir les probabilités qui sont présentées là-dedans. Ce sont les probabilités que la réponse qui a été donnée par la mère dans ce cas, parce que c'est la mère qui donne la réponse, parce que c'est le parent qui se trouve dans le ménage. La réponse donnée par la mère à cette question, et puis c'est la probabilité que cette situation soit un peu vraie ou certainement vraie. J'ai dû regrouper les deux, comme vous le savez bien, pour ceux parmi vous qui travaillent avec les données dans les centres de recherche. Il y a des éléments de sécurité, de confidentialité auxquels il faut tenir compte. Et comme ça, j'ai dû parfois regrouper certaines catégories, puis il y a même des éléments que je ne peux même pas présenter parce que ça tombait en bas du seuil de confidentialité. Et je ne peux pas vraiment me plaindre parce que, étant donné que c'est moi qui ai fait les règles, il faut vivre avec. C'est dur, hein? C'est dur, oui. Je comprends les raisons. Je comprends les raisons. Alors, là, vous allez voir plusieurs diagrammes qui ont l'air un peu semblables. Vous voyez les garçons, les filles. Ceci représente le milieu urbain. Il y en aura un deuxième qui va représenter le milieu rural. Et encore une fois, là, ce qu'on voit, la première... Et j'aurais dû rajouter les probabilités ici aussi, mais ça aurait été beaucoup trop à voir, parce que ce sont ces probabilités à la fin dont je voulais vous parler. Mais là, c'est si la mère a un travail rémunéré, et puis la deuxième possibilité, c'est si elle
Ce n'est pas un travail rémunéré, mais un travail au domicile ou aux soins des enfants ou aux soins des autres. Mais ce n'est pas rémunéré. Alors c'est ça la distinction entre les deux cheminements. Et on voit là encore une fois la différence entre supérieur ou inférieur au seuil du faible revenu. Et puis ici j'introduis la scolarité de la mère. Puis on a inférieur au secondaire et secondaire et plus. Encore une fois, ce regroupement a été nécessaire à cause des fins de confidentialité. Alors, ce que vous allez voir en premier, et pour la prochaine fois que je donne cette présentation, je vais certainement agrandir ces chiffres. Heureusement, je les ai devant moi, je peux les voir facilement. On voit que ceci, c'est pour les enfants métis. C'est un enfant métis. Alors, c'est un enfant seul, vivant dans une famille monoparentale, dirigée par une femme. Alors, ça, c'est un enfant métis. Et puis, on voit que ceux qui vivent... la chose que je voulais vraiment montrer ici, c'est l'effet de la scolarité de la mère sur les garçons et les filles. Et puis on voit que pour un enfant métis, si je prends le premier, là c'est une probabilité de 0,24 que l'enfant démontre disons, un comportement où il est agité, hyperactif, ne tient pas, et que c'est vraiment vrai, c'est certainement vrai ou un peu vrai. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le comportement de l'enfant qui indique qu'il pourrait présenter ces symptômes. Mais on voit que c'est assez faible ici pour les enfants métis, comme ce n'est que 1,24 ou 22. Puis on voit une légère différence entre les garçons et les filles. Encore, ça se voit dans d'autres études aussi, que les probabilités sont généralement plus fortes avec les garçons qu'avec les filles. Aucune différence entre disons, l'activité de la mère. Alors, l'activité de la mère ne présente aucune différence. Mais ce qu'on voit, c'est la scolarité de la mère. Encore une fois, très peu de différence dans la scolarité de la mère. Mais on voit une différence par rapport au seuil du faible revenu. Alors, s'ils sont supérieurs au seuil du faible revenu, les probabilités sont encore plus faibles que l'enfant démontre ces caractéristiques. Ça, c'est pour un enfant métis dans une famille monoparentale. Ici, nous avons le milieu rural, et je vais passer à travers rapidement. En fait, il n'y a aucune différence entre le milieu urbain et le milieu rural pour cette caractéristique de l'enfant. Okay? Vous voyez, les chiffres sont presque identiques. Mais maintenant, si on rajoute des enfants, alors ça c'est un enfant métis vivant dans une famille monoparentale avec 3 enfants et plus dans le ménage. Je voulais partir de 2 enfants et plus, mais encore une fois, il y avait des problèmes de confidentialité. Alors, dans le milieu urbain, ce qu'on voit, on voit une légère hausse de la probabilité que l'enfant, pour les garçons et pour les filles, que l'enfant démontre ces caractéristiques. Le reste, la différence entre l'effet du seuil du faible revenu
la situation par rapport au seuil de faible revenu, la différence demeure toujours la même. Maintenant, pour les Indiens non inscrits dans une famille monoparentale, ce que vous allez voir ici, ça c'est un enfant seul. Vous vous souvenez que pour les enfants métis, un enfant seul, la probabilité est aux alentours de 20,24, quelque chose comme ça. Regardez ce que ça donne pour les enfants indiens non inscrits. La situation est vachement plus grave pour eux. Là, on a des probabilités aux alentours de 0,6. Et puis, il faut se poser la question pourquoi. En fait, ça va faire partie de la prochaine étape de l'étude. Tout ce que je fais maintenant, je démontre qu'il y a un problème, il y a quelque chose auquel il faut porter attention, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Le reste des résultats, l'écart entre les deux, c'est parallèle à ce qu'on voyait avant. Si dans le milieu rural, aucune différence, et je dois avouer que dans le milieu rural, je m'attendais à voir une différence plus importante. Il y avait une différence d'à peu près 0,08 dans les probabilités, qui est très faible. Moi, je m'attendais à voir plus parce que dans le milieu rural, j'aurais cru que les enfants vivaient dans un milieu où il y avait d'autres personnes qui pourraient aider. Ils vivaient dans un environnement qui était, je dirais, qui était plus homogène, un environnement homogène, soit même s'ils sont des Indiens non inscrits, ça se peut qu'ils vivent dans une réserve, par exemple. Il y a des enfants non inscrits qui vivent dans les réserves. Mais dans le rural, je m'attendais à avoir un réseau plus serré pour la famille. Oui. Petit détail, m'aider à comprendre. Ils ne sont pas inscrits parce qu'ils ont le droit d'être inscrits, mais que leurs parents n'ont pas fait les démarches, ou ils ne sont pas inscrits parce qu'ils n'ont pas le droit d'être inscrits, vu leur origine? Ça pourrait être les deux. Ça peut être les deux. Avec les données de l'enquête, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je peux le déterminer. Non, mais j'essayais de voir à quoi ça renvoyait. Oui. S'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils sont dans une situation où la loi sur les Indiens est compliquée, mais ils sont dans une situation où, vraisemblablement, ils sont issus d'un mariage mixte, minimum. Tandis que si c'est que leurs parents n'ont pas fait les démarches, ben là, ça peut être lié peut-être au statut socio-économique ou je ne sais pas quoi. Ça pourrait. Ou ça pourrait être, même s'ils ont fait les démarches, que la réserve ne les a pas acceptés. Parce que c'est le conseil de la réserve qui a la voix finale dans tout ça. Est-ce que l'enquête contient les Indiens inscrits? Laquelle? L'enquête, les données d'enquête contient les Indiens inscrits aussi? Oui. Donc, il y a comme une variable qui permet de déterminer qui sont les Indiens inscrits, non inscrits, les médecins à l'enquête. Oui. Ok. Oh oui, certainement. De nouveau, on voit que il y a un écart entre les garçons et les filles. Je m'attendais à ça. Il n'est pas question que le milieu rural, encore une fois, il y a une différence, mais ce n'est pas une différence extrême. Et vous voyez que je n'ai pas pu présenter les résultats avec plusieurs enfants dans le ménage parce que, encore une fois, les tableaux ont été supprimés. Pas par moi.
Bon, disons, de façon indirecte par moi, oui. Maintenant, pour les enfants plus âgés, ceux de 6 à 14 ans, il y a une mesure un peu plus directe de la, disons, de la performance scolaire de l'enfant. Puis là, vous voyez, la question, c'est d'après votre connaissance des travaux scolaires de, puis ça c'est le nom de l'enfant, y compris les bulletins et puis tout le reste, comment réussissait-il ou elle durant sa dernière année scolaire? Et puis il y avait plusieurs possibilités. C'est très bien ou bien. C'était pas du tout bien ou passable. Alors il y avait, en fait, c'est une échelle Likert standard avec les 5 possibilités. Alors moi j'ai dû recouper très bien ou bien, mais encore une fois ça indique quelque chose. Et vous voyez que ici, je mets le point sur l'aspect positif, parce que c'est quelque chose qui me permettait de mesurer une performance. Donc, là, ces chiffres sont un peu plus grands, sont plus lisibles, n'est-ce pas, Benoît? Moi, d'ici, ça va. Ouais. Moi, je peux même les lire d'ici, alors ça dit quelque chose. Le format est un peu différent, mais c'est seulement à cause de ce que j'avais à présenter, puis c'était plus simple. Ce qu'on voit ici, c'est le milieu urbain. C'est un enfant seul et 2 enfants dans le ménage. Et ce que vous allez voir, quand il y a 2 enfants dans le ménage, vous voyez que les probabilités, dans tous les cas, sont supérieures à celles où il y a un enfant seul. Ça veut dire que l'enfant profite de sa frère ou sœur. Ce qui est, je pense que c'est très intéressant en soi, et puis c'est quelque chose qu'il faudrait étudier encore plus. Et dans tous les cas, il y a une probabilité au-delà de 0,5 que l'enfant a eu plus ou moins des bons résultats à l'école. Pour les enfants métis vivant dans une famille monoparentale, on voit encore une fois la même chose. Et les probabilités sont à peu près semblables entre les deux. Ce que nous voyons également, si vous regardez ici, dans tous les cas, il y a un effet de la scolarité, du niveau de scolarité de la mère. Et puis c'est un effet positif. Je m'attendais à ça. Mais il n'y a pas d'effet de pauvreté, par exemple. Il n'y a pas d'effet de pauvreté. Ce qui est aussi très intéressant. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Non. Je ne m'attendais pas à ça, mais cela m'indique que l'environnement scolaire, il enlève l'effet de pauvreté, il rend les enfants égales. Au moins, c'est une conclusion qu'on pourrait retirer. Parce qu'on sait, surtout dans des écoles, dans les quartiers pauvres, il y a toutes sortes de programmes, des programmes nutritifs. Alors, ils donnent des petits déjeuners, puis des déjeuners aux enfants, et puis portent attention à l'environnement dans l'école elle-même, pour ne pas faire une distinction entre la situation économique d'une famille et l'autre. Et ça pourrait expliquer en partie pourquoi le statut économique de la famille a très peu d'effet. Pour les enfants, les Indiens non inscrits, donc, ce que nous voyons encore une fois, c'est la même chose. Avoir plus d'un enfant dans le ménage, ou 2 enfants dans le ménage, ça donne l'enfant en question a des résultats supérieurs.
Dans le milieu rural, aucune différence. Bon, là on passe à la santé. Et ceci se fait, la question était plus ou moins comparable pour les deux, pour les enfants les plus jeunes et les plus âgés, parce que dans les deux enquêtes. Et c'est, encore une fois, c'est l'évaluation du parent de l'état de la santé de l'enfant. Et puis ici, on voit que j'ai ciblé une santé excellente ou très bonne. Alors, les enfants les plus jeunes, ce qu'on voit ici, c'est dans le milieu urbain, un enfant métis, seul. Dans le ménage, nous voyons, oh oui, puis ça c'est le travail rémunéré, et puis c'est toutes les autres catégories regroupées ensemble. Alors, ce que nous voyons ici, c'est un effet très fort du seuil du faible revenu. Parce que vous voyez l'écart entre les deux. N'importe l'activité de la mère, nous voyons un écart entre les deux. Alors, c'est très facile quand on regarde des résultats comme ça, de vraiment de cibler l'aspect négatif. Mais en fait, il y a un aspect très positif ici. C'est que dans tous les cas, n'importe le seuil du faible revenu, le statut de la famille par rapport au seuil du faible revenu, dans tous les cas, il y a à peu près, c'est une probabilité de au moins 0,75 que l'enfant soit en bonne ou très bonne santé, en excellente ou très bonne santé. Alors, ça dépend comment on présente les résultats. Et nous voyons également que l'effet de la scolarité de la mère, en effet, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'effet de la scolarité de la mère. S'il y a 3 enfants et plus dans le ménage, nous voyons encore une fois la même chose, et puis les résultats, c'est un peu plus faible, mais quand même, les probabilités sont très fortes que l'enfant soit en excellente ou très bonne santé. Pour les Indiens non inscrits, regardez, les probabilités sont encore plus élevées. Alors ici, on voit une différence entre les enfants métis et les enfants non inscrits, les Indiens non inscrits. On voit que pour les Indiens non inscrits, les probabilités qu'ils soient en très bonne ou excellente santé sont 0,9. Alors, sont très élevés. Et s'il y a plus d'un enfant dans le ménage, on voit que ça diminue un peu, mais pas, ce n'est pas une diminution terrible. Alors ça c'est le milieu rural. Nous voyons ici, je peux passer rapidement à travers, les résultats sont comparables. Pour les enfants les plus âgés, vous voyez ici que la question c'est effectivement la même. Encore une fois, les enfants métis, nous voyons qu'il y a un effet du statut par rapport au seuil du faible revenu dans les deux cas. Très peu de différence entre le milieu urbain et rural. Un enfant indien non inscrit, nous voyons que ici, l'effet d'avoir plus d'un enfant dans le ménage, en fait, il n'y en a pas. C'est la même chose.
Et dans le milieu rural, encore une fois, les résultats. Alors, l'urbain-rural ne joue pas vraiment ici dans la santé, par rapport à la santé de l'enfant. Bon, que pouvons-nous conclure? Premièrement, la situation des Métis et les Indiens, les enfants Métis et les Indiens, les enfants indiens non inscrits sont comparables. Il y a des légères différences, sauf dans un cas, et puis ça c'est l'hyperactivité. Dans ce cas, il y a une différence énorme entre les deux. Deuxièmement, pour tous les enfants, la probabilité que l'enfant soit en très bonne ou excellente santé est excellente, est très élevée. Ce qui est, et je dois avouer, quand j'ai soumis ces résultats aux affaires indiennes, à affaires autochtones, j'ai souligné ce point, parce que je voulais vraiment que ça tire l'attention, leur attention. Et puis, le nombre d'enfants vivant dans un ménage a un effet positif sur la performance scolaire. Et puis ça, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi. Ça se peut qu'il y ait un effet de mentor et mentorat dans le ménage, mais pour le savoir, il faut savoir si ce sont des frères et sœurs plus âgés ou plus jeunes, ce que je n'ai pas fait encore. Alors, pour le faire, il faut reconstruire la famille. Et pour ceux parmi vous qui ont travaillé avec telles données, de reconstruire la famille, ce n'est pas facile. J'ai quasiment réussi à le faire avec les données du recensement de 2006. Je suis en train de vérifier mes résultats, mais ce n'est pas facile. Il y a une forte corrélation entre les effets sur les enfants et le statut par rapport au seuil de faible revenu de la famille. Il n'y a rien d'étonnant là. Ça confirme ce à quoi je m'attendais. L'effet des conditions du logement varie. Et il varie, premièrement, par rapport au milieu urbain et rural. Alors, il y a une différence entre les deux. Et, alors, on sait que dans le milieu rural, le classement des logements, la condition des logements est inférieure à celle du milieu rural. Alors, ça devrait avoir un effet un peu plus fort sur les enfants, c'est à déterminer. Et puis on sait que, alors ça c'est, il n'y a aucun effet urbain-rural quant à la santé de l'enfant, ni à l'éducation de l'enfant. Et nous savons également que l'éducation de la mère joue un rôle important sur les résultats chez les enfants, ce qui veut dire, si on voulait parler de l'élaboration des politiques, n'importe quelle politique qui pourrait aider aux mères d'obtenir une éducation supérieure aidera énormément la situation des enfants. Je sais qu'il y en avait beaucoup, c'était très compliqué, je suis sauté à travers un peu, mais j'ai essayé de vous brosser un portrait assez général de la situation que vous trouvez. Ah oui, tu embrasses large, il n'y a pas de doute que de nombreux indicateurs, oui, nombreuses variables explicatives, puis dimension urbaine, nombre d'enfants, ça, c'est t'embrasses large. Oh, si je l'aurais présenté comme tableau, ça aurait été impossible à présenter ni à comprendre. J'ai une question. Tu compares surtout les métis et les non-inscrits plutôt que les inscrits ou les Inuits. Bon, je ne sais pas s'il y avait une raison pour ça. Ah oui, il y a une très bonne raison.
C'est ça que les affaires indiennes voulaient. Ouais. Mais pourquoi que les affaires indiennes s'intéressent à ces populations-là en particulier? Parce que c'était... je ne sais pas si tu connais comment le ministère était organisé. Il y a... Comment est-ce que ça s'appelait à un moment donné l'interlocuteur, le bureau de l'interlocuteur, et puis c'est lui qui s'intéressait surtout sur les Indiens non inscrits et les Métis. Puis c'est eux qui m'ont demandé de faire ce travail. Parce que dans la loi sur les affaires indiennes, ils n'ont pas les mêmes avantages que les Indiens inscrits. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Ouais. Donc, il risque d'être une population plus à risque au niveau socio-économique, peut-être? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que parfois, les Indiens non inscrits et puis les Métis sont ceux qui se rapprochent plus à la population générale. Oui, ils ne vivent pas en réserve. Oui. Ouais. Sauf ceux qui vivent dans un milieu rural. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, et ça, il faut trouver le temps et le financement, c'est de refaire l'étude en rajoutant les Indiens inscrits, les enfants des Indiens inscrits, pour voir si vraiment le fait d'être inscrit a un impact. Mais là, tu arrivais en conclusion générale que les Métis et les non-inscrits avaient à peu près les mêmes résultats aux indicateurs que tu as utilisés. Mais quand tu fais le modèle pour les Métis, le groupe de comparaison, c'est tous les autres Indiens. Quand tu fais le modèle pour les non-inscrits, le groupe de comparaison, c'est tous les autres Indiens, y compris les inscrits. Et les Inuits. Les Inuits. Ouais. Est-ce que ça peut expliquer le fait que tu ne trouves pas de différence si importante? C'est que les deux groupes seraient relativement à la population la plus importante, celle des inscrits. Mais, parce que ton groupe de comparaison, il change à chaque fois. Alors, il y a toujours le poids des inscrits. Moi, je pourrais refaire mes modèles en excluant les autres. Je sais pas Voilà, si c'est un multinomial, Multinomial. en prenant plusieurs catégories, Ouais. en comparant, puisque vous parlez de faire les Indiens inscrits, justement, le groupe de comparaison pourrait être les Indiens inscrits, il faut comparer ces deux. Avec multinomial, oui. Mais est-ce qu'il ne serait pas pertinent de comparer sur l'ensemble de la population? Parce que là, on reste cadré à une population spécifique. Oui, mais là, il y a un problème. Ouais. Les données sur les peuples autochtones, les données du recensement ne sont pas comparables. Mais Je n'ai pas les mêmes variables. dans les l'enquête Pour la sur population. les jeunes, l'ENEC, C'est le NLSI, la neige. Oui, la neige. vous ne pourriez pas utiliser ces données, compiler, et justement pouvoir, parce que là, la conclusion que vous arrivez, c'est qu'il y a finalement une bonne santé. On est content parce qu'il y a peu de différence entre les métis non inscrits, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le voir comparativement à la population globale? Parce que là, je pense que peut-être vous pourrez rediscuter. Moi, c'est une idée. Je pourrais voir dans la neige si... parce que je pense qu'eux, ils se sont inspirés de la neige dans la conception de l'enquête. Alors, ça, c'est une bonne idée. Merci. Mais dire qu'un enfant de 5 ans a une probabilité de 80% d'être en très bonne ou en très bonne Mais ou c'était la même excellente chose pour santé. les plus âgés. Oui, aussi. Il y a quand même 20% qui n'ont pas la très bonne santé. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à la population en général ou c'est normal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tu dis que c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, tant que ça? Ou... Parce que Ouais, mais la raison pour laquelle... mauvaise santé, Non, mais la raison pour laquelle je dis que des c'est une bonne nouvelle, c'est parce que on voit plein d'articles Ouais.
qui parle des problèmes de santé Ouais, des peuples autochtones et puis surtout des enfants. ouais. Et puis que c'est tous ces articles qu'on voit, puis ils donnent une image Négative. très négative, Ouais. ce qui n'est pas la réalité. Oui, il y a des problèmes. Mais il se compare à la population globale dans ces cas-là. Ce que vous ne faites pas, vous restez dans la population. Oui. Et ces articles-là parlent surtout de la mortalité infantile. Ici, vous avez seulement des enfants qui ont survécu, et donc qui ont été inclus dans l'enquête. Donc, c'est la même affaire avec la neige. Donc, on a seulement Children of Surviving Mothers. Oui, Donc, oui. c'est seulement les enfants. Et le vrai problème quand on parle de mauvaise santé des enfants, des Indiens inscrits, non inscrits, c'est pas en général. Les populations autochtones, on parle de la très forte mortalité infantile. Et ici, on n'a pas du tout représenté parce qu'on ne les a pas, les enfants qui sont décédés, Ouais. évidemment. Ouais. En ce qui concerne la différence d'hyperactivité chez les jeunes enfants entre les métis et les Indiens non inscrits, est-ce que c'est une découverte? Ou bien ça devrait quand même, les gens dans le domaine de la santé devraient être au courant, non? C'est quelque chose qui est décrit quelque part? Je ne l'ai pas vu décrit. Je ne l'ai pas vu décrit. Et j'avoue que quand j'ai présenté ces résultats aux affaires autochtones, Ils ont été surpris? ils ont été très surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que la différence de probabilité est assez énorme. Ah, oui. C'est une différence à peu près 0,4 entre les deux. Mais ce ne sont que les premiers pas. Ok. D'autres questions? Commentaires, suggestions? Je suis ouvert à toute suggestion. Un multinomial et puis comparaison avec des données pour les populations non autochtones, je pense. Ouais. Hein, C'en est une. ça devrait permettre de... Ouais. Certains points. Mais je suppose qu'il n'y a pas énormément de recherche. C'est une des premières sur le sujet. Donc, Ouais. Un débroussaillage qui est utile. Et donc, on attend la suite, c'est ça? Parfait. Il y aura de la suite. D'accord. Je Il y a posais plus la d'autres. question, est-ce qu'il y a un article, papier qui a été publié sur... Non, il y a un rapport qui a été soumis aux affaires autochtones. Et puis, j'attends toujours la décision s'ils vont me permettre de publier un article. Yeah. C'est le problème avec les contrats. C'est le problème avec les contrats. Ouais. Mais Quand t'es soumis si moi, ce que je vais faire, c'est faire une soumission au CRSH avec un autre projet en tenant compte des commentaires que vous avez fait aujourd'hui. Et comme ça serait un projet indépendant. Et là, je peux le publier. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça sous-entend d'être un Indien non inscrit et d'être un Indien inscrit. Je ne sais pas, qu'est-ce que... Ah. Vous avez une heure? Comme le disait Benoît, c'est la loi indienne qui donne qui détermine les critères. Et puis, il y a plusieurs façons d'être indien inscrit. On est indien inscrit si le père l'était, si la mère l'était. Alors, si les deux parents
sont inscrits, l'enfant est indien inscrit. Alors ça, c'est automatique. Si le père est indien inscrit, mais la mère ne l'est pas, alors ça peut être n'importe qui dans la population. Alors ça, c'est inscrit par rapport à la loi sur les Indiens. Et d'être inscrit, ça veut dire qu'ils ont des droits, des privilèges par rapport aux impôts, les soins de santé, toutes sortes disons, d'avantages d'être indien inscrit. Alors, si le père est indien inscrit, la mère ne l'est pas, l'enfant peut l'être. Si le père ne l'était pas et l'enfant et la mère l'étaient, avant 1986, l'enfant avait perdu le droit d'être inscrit, mais après, il y avait une loi qui a été... il y avait un projet de loi en 1986 qui avait permis à ces enfants de réclamer, pas seulement les enfants, mais les mères de réclamer le statut inscrit. Mais pour réclamer le statut inscrit, il faut que le chef du conseil de la nation indienne, accepte que cette personne fait partie de cette nation. Et en principe, on devrait dire, bon, oui, s'il y a une bonne raison, pourquoi pas le faire? Mais il faut aussi entendre que chaque réserve reçoit des subventions. Le montant de ces subventions n'est pas basé sur la population. Et alors, si la population croît, chaque tranche pour chaque personne diminue. Alors, la répartition se fait sur plus de personnes. Donc, nous ne savons pas si l'incitatif pour les chefs est vraiment d'accepter les nouveaux membres. C'est une situation très compliquée, très compliquée. Éventuellement, si jamais ils réussissent à éliminer la loi sur les Indiens, cette distinction disparaîtra. Politiquement, c'est pas facile d'imaginer l'élimination de la loi sur les Indiens. Ils s'avancent vers ça parce que, avec la reconnaissance des Métis, par exemple, ils s'avancent vers ça. Je ne sais pas quand. Je ne pourrais pas prédire que ça va venir, on le verra dans les prochaines 10 années, mais éventuellement, parce que le besoin de cette loi, franchement, mais il n'y avait jamais un besoin de cette loi. C'est quand même là-dessus que les différentes nations autochtones arrivent à établir qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Oui. On fait disparaître le système de transmission qui est en place depuis les années 80, c'est-à-dire peut être reconnu indien celui dont les deux parents avaient été eux-mêmes reconnus indiens dès la naissance. Parce qu'il y a être reconnu indien et posséder le droit de le transmettre. C'est les deux choses qui sont dans la loi qui sont un petit peu compliquées. Si on fait disparaître ça, on ne voit pas très bien comment chaque nation peut arriver à établir qui en fait partie ou pas. Oui. Il y a les deux choses. Là. Il y a ça. Et ensuite, il y a dans chaque nation le fait de reconnaître que les gens en pratique en font partie et ont le droit d'habiter sur le territoire. C'est jouable, ça? Oui. Ça voudrait dire aussi que les Mais ça reviendrait aux nations eux-mêmes.
de le déterminer. Oui, sûrement. Si eux, ils veulent l'autonomie, ça fait partie de l'autonomie. Je dis ça ici, mais... C'est enregistré, hein? Je sais. Non, mais... Peut-être ils pourraient se servir des racines ancestrales. Mais là, il faut est-ce que ce sont les racines maternelles ou paternelles qui sont plus importantes? C'est tellement compliqué. En effet. OK. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc remercier Gustave d'être venu aujourd'hui, nous présenter cette conférence midi très intéressante sur une population que ben, on n'a pas l'occasion d'examiner très souvent. Alors, je pense qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci bien.